Voici un exercice où on va écrire des bilans matière et bilans thermique couplés sur un réacteur tubulaire. On va, à partir des équations que nous allons écrire ensemble, pouvoir créer un petit simulateur et ensuite vous pourrez jouer avec pour essayer d'optimiser le fonctionnement de ce réacteur. Alors, c'est un réacteur donc, tubulaire qui permet la fabrication de chlorure d'allyle. Donc, on a une alimentation pour l'instant avec des proportions de propylène et de dichlore qui sont imposées, mais ensuite vous pourrez voir quel effet va avoir la variation de ces débits. On connaît la température d'alimentation de ces deux entrées et on suppose qu'on maintient la température de paroi du réacteur, donc à ce niveau-là, à une valeur constante uniforme. On a également la pression à l'intérieur du réacteur qui est supposée constante et on se fixe pour l'instant un coefficient de transfert thermique au niveau de la paroi dont vous avez ici une valeur. Encore une fois, c'est une valeur que vous pourrez changer une fois que vous aurez votre petit simulateur opérationnel. Alors, dans ce réacteur, on va avoir deux réactions qui vont avoir lieu. La réaction principale qui conduit à la fabrication de chlorure d'allyle, donc c'est le produit recherché. Et puis une réaction secondaire qui conduit à la fabrication d'un produit, on va dire, non souhaité. Donc avec ici les enthalpies de réaction qui sont fournies. Vous voyez qu'on a sur une gamme de température certes pas très large, mais quasiment pas de variation sur ces enthalpies. Donc du coup, on supposera que l'enthalpie de réaction est constante en fonction de la température. Éventuellement, ça pourrait être une évolution du simulateur ultérieur. On a aussi les informations sur la cinétique de la réaction. Donc là, cette fois, on a toutes les données, le facteur préexponentiel ainsi que l'énergie d'activation pour chacune des deux réactions. Donc on pourra tenir compte de la variation en fonction de la température des constantes de vitesse de ces deux réactions. On a également les CP des différentes espèces qui entrent en jeu dans ce système. Alors on travaille en phase gazeuse. Et on va supposer que les CP sont constants dans la gamme de travail. Donc, on va vous demander d'établir les bilans de matière et d'énergie. On va voir que ces bilans sont couplés. Et ensuite, il faudra essayer de résoudre le système qu'on aura ainsi obtenu par une méthode numérique assez simple et classique pour pouvoir ensuite créer un petit simulateur et ensuite faire varier les conditions de travail pour essayer d'optimiser le fonctionnement de notre réacteur. Alors, ici sont donc rappelées sous forme abrégée les deux réactions qui ont lieu à l'intérieur de ce réacteur. Donc, le produit recherché, c'est le produit A ici. On a les lois de vitesse qui sont indiquées ici. Vous remarquez qu'elles sont exprimées en pression partielle, alors que la plupart du temps, on a travaillé avec des vitesses de réaction exprimées en concentration, mais je vous avais mentionné qu'on pouvait aussi les exprimer en pression partielle. Donc, c'est le cas sur cet exemple. Alors, on va d'abord écrire les bilans matière. Donc, sur une tranche de réacteur piston, de manière tout à fait classique. Alors, ce qui est un petit peu moins classique, c'est qu'au lieu d'écrire un bilan en une espèce particulière et de tenir compte des deux réactions, eh bien, en fait, on va scinder le bilan en deux morceaux, en quelque sorte, et on va écrire ce qui est lié à la première réaction et puis une deuxième équation pour la seconde réaction. Donc, finalement, on va pouvoir écrire que la variation du flux molaire de propylène due à la première réaction, eh bien, c'est tout simplement égal à moins R1 fois dV. Donc R1 étant la vitesse de réaction donc de la première réaction. Le coefficient stoichiométrique du propylène dans cette réaction est égal à moins 1, d'où le moins qui apparaît ici. Et puis donc cette écriture représente la variation donc, du flux molaire de P, mais uniquement due à la première réaction. Et de la même manière, on va pouvoir écrire que dFP2, donc la variation du flux molaire de propylène liée uniquement à la seconde réaction, est égale à moins R2 dV. Alors on a le même coefficient stoichiométrique
dans la seconde réaction pour le propylène. Et puis donc on fait apparaître la vitesse de la seconde réaction. Donc c'est une astuce assez classique pour pouvoir avoir deux équations distinctes qui vont nous permettre de faire apparaître les avancements de chacune des deux réactions, le grand X1, grand X2. Et puis on aura une troisième équation qui sera le bilan thermique. Et du coup, on aura bien trois équations avec nos trois inconnus, les avancements de chacune des réactions plus la température. Donc ça nous permet d'avoir un système qui est cohérent. Alors, pour pouvoir exploiter l'écriture de ces bilans matière, il nous faut exprimer le flux molaire, la pression partielle de propylène et la pression partielle de chlore, puisque vous voyez qu'elles apparaissent dans les deux lois de vitesse ici. Alors, la pression partielle de propylène, c'est tout simplement la pression partielle, le flux molaire décidément, de propylène divisé par le flux molaire total, multiplié par la pression totale. Donc, par rapport à la concentration qu'on a pu écrire très souvent quand on étudiait des réacteurs en phase gazeuse, là, on se limite à la pression partielle. Donc, on n'a pas un P sur RT, mais simplement la pression totale qui apparaît ici. Alors, le flux molaire de propylène, on va l'écrire comme étant un FP0 moins F0 X1 plus X2, puisque le propylène est consommé dans la première et dans la deuxième réaction. Alors, ici, on écrit bien la pression partielle du propylène dans le réacteur, donc on subit bien l'effet des deux réactions. Donc, on a bien les deux avancements qui apparaissent ici. Alors, pour ce qui est du flux molaire total, il va falloir un petit peu retravailler. Et puis, la pression totale dans le réacteur, donc qui est connue, elle était mentionnée dans l'énoncé. Alors, on peut expliciter les flux des différentes espèces. Donc, pour ce qui est du propylène, je l'ai déjà écrit. Donc, F0, X1 plus X2. Pour ce qui est du chlore, on va avoir strictement la même chose, puisqu'il a les mêmes coefficients stoichiométriques au niveau des deux réactions. Ensuite, on va avoir le produit qui nous intéresse, le chlorure d'allyle. Donc, il n'y en a pas au niveau de l'alimentation. Donc, on va simplement avoir un F0X1, puisqu'il est produit par la première réaction. Il intervient uniquement dans la première et il a un coefficient stoichiométrique plus 1. Pour ce qui est de l'hydrogène, donc lui, c'est pareil, on n'en a pas au niveau de l'alimentation, puisqu'on alimente en propylène et en chlore pur. Donc du coup, on a la même chose, puisqu'il est produit uniquement dans la première réaction et avec un coefficient stoichiométrique plus 1. Et enfin, pour l'espèce indésirable, qui est produite par la seconde réaction, encore une fois, on n'en a pas dans l'alimentation et elle est produite au niveau de la seconde réaction avec un coefficient stoichiométrique plus 1. Donc on a F0, X2. Donc on peut faire la somme de tout ça. On n'a pas d'inerte dans ce système. Et donc du coup, le flux molaire total, sans grande surprise, ça va être FP0 plus FCl0 qui n'est autre que le F0, puisque le F0 c'est la somme des actifs entrants. Donc on a F0, facteur de 1, plus, alors si je compte bien, on n'a pas de X1 qui apparaît, puisque en fait la dilatation stoichiométrique de la première réaction est nulle. En revanche, on va avoir un moins X2, puisque la dilatation stoichiométrique de la seconde réaction est égale à moins 1. Donc maintenant qu'on a ce flux molaire total, on va pouvoir le réinjecter dans l'expression de la pression partielle de propylène. On aurait pu écrire la pression partielle de chlore exactement de la même façon, donc avec le flux de chlore divisé par le flux total, multiplié par la pression totale. Donc du coup, on a les expressions des deux vitesses R1 et R2 qu'on va pouvoir remplacer donc au niveau de, de nos équations qui correspondent au bilan matière. Et puis pour ce qui est donc des DFP dus à une réaction ou une autre, en fait on voit que si on regarde cette ligne, si on dérivait soit par rapport à la première réaction, soit par rapport à la deuxième réaction, on va voir apparaître un moins F0, soit dx1, soit dx2,
qui va donc apparaître ici ou bien ici. Donc au final, je vais pouvoir écrire que moins F0 dx1 est égal à K1. Alors, sachant que ce K1, en fait, donc il dépend de la température, donc on pourra remplacer ensuite par l'expression en loi d'Arrhenius. Donc multiplié par la pression partielle de propylène, donc qui va faire intervenir son flux, donc F0 X1 plus X2. Donc ça, c'est pour le propylène. On a quelque chose de similaire pour le chlore. FCl0 moins F0 X1 plus X2. Voilà. Divisé par le flux total, donc on a vu que c'était F0 1 moins X2. Et comme il est au dénominateur pour chaque pression partielle, on va se retrouver avec des carrés. Et puis, on a... je ne vais pas avoir assez de place. Donc tout ça est multiplié par la pression totale au carré également. Et puis donc le dV qui reste ici. Alors ce dV, on va pouvoir l'expliciter. Donc c'est une tranche de notre réacteur tubulaire. Donc c'est tout simplement la section de ce réacteur tubulaire. On suppose que c'est une section circulaire multipliée par dz. Donc dz étant l'épaisseur de la tranche considérée. Et donc ici, le K1, on va pouvoir le remplacer par un K01 exponentielle de moins EA1 sur RT. Alors, vous doutez qu'on a exactement la même chose pour la seconde réaction. Donc, je ne vais pas détailler davantage cette expression-là. On a vraiment strictement la même chose, mais on remplace ici X2, et puis ici, ce sera des K02 et EA2. Ça ne change rien à ce niveau-là, puisqu'à chaque fois, on a pression partielle de propylène, pression partielle de chlore. Alors, voyons maintenant le bilan thermique. Alors, toujours sur une tranche de réacteur piston tubulaire. Donc, on va avoir la variation du flux de chaleur, le petit flux de chaleur échangé au niveau de cette paroi, qui va être égal à le flux molaire total qui rentre dans cette tranche, fois un CP moyen qui tiendrait compte de la composition. On va rediscuter un tout petit peu de ce terme juste après, multiplié par la variation de température au niveau de la tranche, la température du milieu réactionnel, bien entendu. Ensuite, on a un F0 facteur de delta RH1 à la température dans la tranche fois X1, plus delta RH2 à la température dans la tranche fois X2. Donc, sachant que, comme je l'ai mentionné, on va dans un premier temps au moins supposer que ces delta RH sont indépendants de la température. Éventuellement, une sophistication du problème pourrait être de tenir compte de la variation de ces delta RH en fonction de la température. Donc ça, c'est le flux reçu par le milieu réactionnel et on peut l'expliciter par rapport à l'échange au niveau de la paroi, sachant que la température de paroi est supposée maintenue constante. Donc on va avoir le coefficient d'échange au niveau de la paroi, on va avoir un ds qui correspond à la surface d'échange, donc en fait c'est la surface circulaire au niveau de la tranche, et multiplié par la température de paroi moins la température à l'intérieur du réacteur. Et donc ce ds, on peut l'expliciter comme étant le périmètre au niveau de notre réacteur tubulaire, donc ça fait un pi fois le diamètre, multiplié par dz, donc le même que celui qu'on a écrit au niveau du bilan matière, pour tenir compte de l'épaisseur de la tranche. Donc voilà, alors le F fois Cp. Comme il doit que tenir compte de la composition du milieu réactionnel au niveau de la tranche, ce que l'on peut faire, c'est remplacer ce flux-là par en fait la somme du flux de chaque espèce multiplié par le Cp de l'espèce. Dans l'énoncé, on nous donnait les Cp des différentes espèces. Donc comme il se trouve qu'on avait écrit les flux molaires des différentes espèces, eh bien on va pouvoir écrire
que c'est le flux molaire du propylène multiplié par le Cp du propylène. Donc le flux molaire du propylène, on l'avait écrit précédemment, plus le flux molaire de chlore multiplié par le Cp du chlore. Vous avez compris la chanson, donc le flux molaire de A fois le Cp de A, le flux molaire d'hydrogène fois son Cp, et enfin le flux molaire donc de l'espèce parasite multiplié par son Cp également. Donc voilà pour ce qui est de cette expression au niveau de notre bilan thermique. Alors, comment j'ai écrit une petite bêtise, une assez grosse en fait. Ici, ce sont des dx, puisque c'est la variation de l'avancement dans la tranche, donc c'est une petite variation. Et donc, ce dx1 et ce dx2, on voit que quand on va tout diviser par dz, on va faire réapparaître des choses similaires à ce que l'on a au niveau du bilan matière. Donc du coup, on va pouvoir réinjecter des informations liées aux deux bilans matière qu'on a écrits à l'intérieur de ce bilan thermique. Et au final, quand on mouline tout ça, on obtient ce système d'équations qui paraît affreusement compliqué, mais qui en réalité, vous allez voir, on va retrouver tout ce qu'on a pu voir précédemment. Alors, ici, on retrouve les flux molaires de propylène et de chlore divisés par le flux molaire total. Donc ça, en fait, c'est tout simplement lié donc aux pressions partielles. On a ici la pression totale au carré, donc on reconnaît bien les différents éléments qu'on avait écrits précédemment. On a donc la même chose ici, hein, et on va retrouver encore la même chose ici. Alors, ce que j'ai souligné ici, ça ne sera pas forcément non plus tout à fait anodin, c'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre simulateur, ça pourra être intéressant de calculer ce bloc, puisqu'on voit qu'il revient dans chacune des trois équations. Donc de calculer ce bloc-là séparément à chaque itération dans le calcul. Donc voilà pour donc ce premier élément. Alors on reconnaît également la constante de vitesse de la première réaction ici, ainsi que la constante de vitesse de la seconde réaction à ce niveau-là. Et on les retrouve aussi ici. C'est lié en fait à l'injection dans le bilan thermique des deux bilans matière. Donc on retrouve encore des éléments que pourquoi pas on pourra calculer de manière isolée quand on va créer le petit simulateur. On a des choses ici qui sont constantes en fait, hein, donc qui sont liées aux échanges, enfin à la section ici, qu'on retrouve également ici. Alors pas avec le F0, donc du coup on va le mettre comme ça. Voilà. Et puis, on a ce qui correspondait au bilan thermique, donc quelque chose ici, où on retrouve le périmètre de notre système. Au dénominateur hein, de ce qui concerne le bilan thermique, alors j'ai plus trop de couleurs différentes, là, voilà. Donc ici, vous retrouvez ce que j'avais écrit donc en faisant la somme à chaque fois du produit du flux molaire de l'espèce par son Cp. Simplement, j'ai remplacé les flux molaires par leurs expressions. Donc c'est pour ça que vous avez cette longue ligne que je coloriée en orange ici. Donc vous voyez, on retrouve bien les différents éléments qu'on a écrits pour écrire ce bilan, ces bilans, deux bilans matière et un bilan thermique. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la résolution numérique de ce système. Donc, puisqu'on va pouvoir ainsi déterminer le profil de l'avancement de la première réaction, celui de la deuxième, ainsi que le profil de température. Donc, on va passer à la résolution numérique de ce système et je vais vous réexpliquer brièvement la méthode numérique qui permet de le faire. Alors, donc finalement, on a un système où on a une équation du type dx1 sur dz qui est égale à une fonction de x1, de x2 et de t. On a un dx2 sur dz qui est une autre fonction, même si elle ressemble beaucoup, de x1, x2 et t. Et enfin, dt sur dz,
qui est une troisième fonction de x1, x2 et t. Donc on a bien un bilan, des équations qui sont couplées, puisqu'on n'est pas capable de déterminer, par exemple, l'avancement de la première réaction sans résoudre les autres équations. Alors, pour résoudre un système comme ça, en fait, on va tout simplement écrire une discrétisation de type Euler. Donc, en fait, on va pouvoir remplacer la première équation, par exemple, par un équivalent numérique qui consiste à dire que le x1 en z plus dz, plus delta z, parce que ça vient du numérique, c'est le x1 en z plus delta z fois f1 de x1, x2 et t. Le x1, le x2 et t étant pris là où c'est connu, c'est-à-dire à l'entrée de la tranche. Et exactement de la même manière, on va écrire que le x2 en z plus delta z, c'est x2 en z plus delta z fois f2 de x1, x2 et t. Et donc vous avez compris, pour la troisième équation, c'est strictement la même chose. Donc c'est une résolution très simple à faire. On peut le faire soit avec un langage de programmation, on peut le faire en MATLAB, on peut le faire en Python. On peut aussi le faire dans Excel, c'est tout à fait simple à faire avec un schéma d'Euler comme ça, très simple. Et donc une fois qu'on a programmé ou configuré notre fichier pour pouvoir réaliser ce petit calcul, eh bien avec les données de l'énoncé, on va obtenir un résultat qui ressemble à ceci. Alors, vous avez un axe donc ici où on a les avancements des deux réactions. Donc ça correspond à la courbe bleue et la courbe verte. Donc on a l'évolution en fonction de la position dans le réacteur, donc de l'avancement de la première et de la seconde réaction. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que le réacteur ne fait pas du tout ce qu'on veut, puisqu'on voit que l'avancement de la première réaction est beaucoup plus faible que l'avancement de la deuxième réaction. Donc en fait, avec les données de l'énoncé, on favorise fortement la seconde réaction, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc c'est bien pour ça qu'on vous a fait faire ce petit simulateur, pour que vous essayiez d'optimiser son fonctionnement, essayer de fabriquer vraiment le produit qui nous intéresse et pas le produit parasite. Sur l'axe vertical, sur le second axe vertical, vous avez la température. Donc là, c'est la courbe qui est dessinée en rouge. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un réacteur qui ne fonctionne pas tout à fait en isotherme, mais pas loin, puisqu'en fait, la gamme de variation de température ici n'est pas extrêmement grande. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a un pic de température vers l'entrée du réacteur, et puis ensuite, ça se tasse. Alors, c'est aussi lié au fait que vous voyez qu'on a des plateaux sur les avancements des deux réactions. Donc, au final, là, j'ai pris un réacteur qui ferait 200 mètres. Ça ne fait pas gagner grand-chose de le faire si long. On aurait pu s'arrêter là, par exemple. On n'aurait pas été beaucoup moins bon que ce qu'on a obtenu avec ce très long réacteur. Donc, ça, ce sera une chose qu'il faudra surveiller lorsque vous allez travailler avec votre simulateur, essayer d'optimiser les conditions de fonctionnement. Il faudra vérifier comment se comporte ce pic de température, et en particulier, il ne faut pas qu'on ait un échauffement local trop important, ce qui conduirait à un emballement, entre guillemets, en tout cas un dysfonctionnement du réacteur assez majeur. Donc du coup, je vous laisse réaliser la petite programmation ou un petit fichier Excel qui pourra permettre de représenter le fonctionnement de ce réacteur tubulaire. Et ensuite, en jouant sur les différentes valeurs sur lesquelles on est susceptible de jouer, je ne vous en dis pas trop pour que vous réfléchissiez un petit peu, essayez d'optimiser le fonctionnement de ce réacteur piston.